Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer un théorème qui nous dit que sur un R-espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est un résultat puissant, la démonstration en est assez musclée, et je vais essayer de procéder étape par étape en essayant de rendre chacune de ces étapes raisonnable. Question de Perceval. Je... Par où commencer? Alors, ne cédons pas à la panique, ou du moins, attendons quelques instants avant de stresser un peu. Pour l'instant, on a seulement un R-espace vectoriel de dimension finie, et donc on pourrait évacuer tout de suite ce que je vais faire à l'oral, le cas où E est de dimension 0. C'est un cas qui n'a absolument aucun intérêt, et donc on va se dire que désormais on travaille avec une dimension strictement positive. Maintenant, une autre chose intéressante à constater, c'est que quand on parle de normes équivalentes, on parle d'une relation qui est une relation d'équivalence. C'est-à-dire que, en particulier, c'est transitif, et que si N1 est une norme équivalente à N2 et que N2 est équivalente à N3, alors N1 est équivalente à N3. Donc pour démontrer que toutes les normes sur E sont équivalentes, on pourrait prendre une norme quelconque et démontrer qu'elle est équivalente à une seule et même norme. Et en fait, un troisième aspect intéressant de l'énoncé même du théorème, c'est qu'on peut se dire un espace vectoriel de dimension n quelconque, j'en ai un qui est favorisé, c'est R puissance n. Et donc, serait-il possible de démontrer le résultat pour Rn et ensuite de le transporter vers un R espace vectoriel quelconque de dimension finie? Je te le dis tout de suite, même si on ne va le démontrer qu'à la toute fin, la réponse à cette question est oui, et donc je vais me placer sur Rn avec une norme quelconque, et je vais essayer de démontrer qu'elle est équivalente à une norme de mon choix. Je vais écrire ça un peu, et on se retrouve dans quelques instants. Et on se retrouve ici. Donc, je me suis placé sur R puissance n, où n est un entier naturel non nul, et je me propose, à partir d'une norme quelconque, de démontrer que n et une norme de mon choix sont équivalentes. C'est pour bénéficier de cette fameuse transitivité de la relation être équivalent pour une norme. Maintenant, la grande question, c'est quelle norme choisir à cet endroit-là? Si on me propose de faire un choix, eh bien naturellement, je vais choisir l'un des objets les plus simples que je connais. Alors je peux me dire quelles sont les normes les plus simples à manipuler sur R puissance n. Ici, ce que j'essaie de mettre en scène, c'est qu'il y a vraiment un choix. Il n'y a pas de bonne réponse. Je peux faire cette démonstration avec une, deux, voire trois normes différentes. Cela dit, il me semble que les plus raisonnables sont d'un côté la norme 1 et de l'autre côté la norme infinie. Il n'y a pas de racine carrée qui traîne ou de puissance 1 tiers, ce sont des normes très simples que je connais sur Rn. Aujourd'hui, je vais te présenter une démonstration où je vais démontrer que n et la norme infinie sont équivalentes. Donc, ensuite, on va se rebrancher à cette affaire de normes équivalentes. Il s'agit de démontrer que n est dominé par la norme infinie et que, réciproquement, la norme infinie est dominée par n. Comme souvent dans les démonstrations mathématiques, il existe un des deux sens qui est facile, et c'est de démontrer que n est dominé par la norme infinie. Si tu veux essayer de chercher cette partie tout seul, eh bien je t'invite à le faire, ce n'est pas très compliqué, et de mon côté, je vais écrire quelques lignes qui vont nous mener à ce premier résultat. Et je fais une petite pause ici, c'est pour tenir ma promesse d'essayer de rendre les choses raisonnables. Je souhaite majorer n de x par un multiple strictement positif de la norme infinie de x. Et pour faire un calcul avec un vecteur dans un espace vectoriel de dimension finie, eh bien il est bon d'introduire ces coordonnées dans une base. En l'occurrence, j'ai pris la base canonique d'un côté, et puis les coordonnées sont donc les x1 jusqu'à xn. Fort heureusement, la norme infinie se définit très simplement comme le maximum des valeurs absolues de xi. Donc la seule chose que j'aimerais faire, c'est majorer ce terme-là. Maintenant, on a la norme d'une somme, donc on va pouvoir utiliser l'inégalité triangulaire, et il nous restera des normes de scalaire fois vecteur, et le scalaire va pouvoir sortir par homogénéité, muni de sa petite valeur absolue. J'écris ça, et on se retrouve juste après. Et là,
On y est déjà presque pour le premier sens, puisque on a réussi à majorer n de x par la norme infinie de x fois une constante qui ne dépend plus de x. Les EI, ce sont tout simplement les éléments de la base canonique de Rn. Et donc, la constante bêta de la définition de norme équivalente, eh bien, on la tient juste ici. Et c'est ce que je vais écrire à présent. Et voilà qui en termine pour le premier sens. Et c'est déjà une très bonne chose de fait. On a pris une norme quelconque sur Rn, et on a démontré qu'elle était dominée par la norme infinie. C'était le sens facile. Maintenant, il nous reste à démontrer l'autre sens, que la norme infinie est dominée par n. Alors, pour faire cela, on ne va pas avoir un chemin aussi facile, parce que finalement, ce qui a bien fonctionné ici, c'est que quand on avait n de x, on a pu tout de suite l'exprimer en fonction des coordonnées de x, et il s'avère que la norme infinie se définit très simplement à partir des coordonnées de x. Ce serait la même chose pour la norme 1 en fait. La norme 1 se définit très simplement à partir des coordonnées de x. Mais le problème, c'est que si j'essaie de faire ça dans l'autre sens, je ne sais pas du tout comment n est conçu. Donc je ne pourrais pas majorer comme ça et dire « Ah tiens, je reconnais n de x ». Je ne sais même pas qui est n de x. Je ne peux pas faire ça. Donc, pour démontrer que la norme infinie de x est plus petite que alpha fois n de x, je te propose de reformuler successivement le but, et tu vas me dire que c'est pas raisonnable, mais je t'expliquerai que peut-être on peut considérer ça finalement comme raisonnable en y réfléchissant un peu. Intervention de Séraphin. J'ose l'affirmer, ce n'est pas raisonnable. Alors, je vais présenter ma défense. Déjà, on va essayer de comprendre le comment, et ensuite j'expliquerai le pourquoi de la manipulation. Ce que je cherche à démontrer, c'est que la norme infinie est dominée par la norme n. Et la seule chose que j'ai faite, c'est déjà me dire que pour x égale 0, c'est vérifié, cette inégalité. Donc je n'ai pas besoin de tenir en compte du vecteur nul. C'est pour cela qu'on le retrouve exclu à cet endroit. Et par ailleurs, j'ai tout divisé par la norme infinie du vecteur x. Étant donné que x est non nul, par séparation de la norme infinie, cette norme-là est non nulle, et je l'ai faite ensuite entrer à l'intérieur de la norme, cela par homogénéité de la norme. On a ici un réel qui est strictement positif, et donc en divisant, eh bien 1 sur un nombre strictement positif fois n de x, c'est n de x divisé par ce nombre strictement positif. Donc je vais rajouter des petits arguments, juste après le alors, là, parce que j'ai quand même donné de l'homogénéité et de la séparation, et je vais poursuivre ensuite et expliquer seulement après le pourquoi je suis en train de faire de telles manipulations. Intervention de Séraphin. Loin de moi l'idée d'être insistant, mais ce n'est toujours pas raisonnable. Et je vais m'expliquer un peu. Normalement, à partir de ce moment-là, c'est un moment crucial d'ailleurs, ça devrait devenir raisonnable. Mais c'est vraiment l'idée essentielle de tout ce qui va suivre. Pour démontrer que la norme infinie est dominée par grand N, on a dit qu'on pouvait démontrer que pour n'importe quel vecteur non nul, la norme grand N de ce vecteur-là était plus grande que 1 sur alpha, alpha étant une constante qui ne dépend pas de x. Sauf que ce vecteur-là, que je suis en train d'entourer, c'est un vecteur que l'on a normé. On l'a divisé par sa norme pour la norme infinie. Et le résultat, c'est qu'on obtient un élément de norme 1 pour la norme infinie. C'est-à-dire que les éléments dont on considère la norme grand N, ce sont des éléments de la sphère unité pour l'autre norme, la norme infinie. Et donc, on est passé d'un côté d'une relation de domination écrite comme ceci, au fait de minorer une application sur un ensemble qui est un ensemble très spécifique, une sphère unité. Maintenant, on est très proche d'un résultat parce qu'on se dit minorer une application sur un ensemble, eh bien il existe des considérations topologiques qui permettent de le faire. Je vais écrire quelque chose de faux et on va ensuite le critiquer. Mais c'est la charpente de toute la démonstration qui va suivre.
on arrive là au deuxième moment crucial de cette démonstration. Le premier moment, c'était la reformulation d'une domination en cette assertion que j'ai écrite ici. Et maintenant, c'est sur cette idée-là, qui a l'air de très bien fonctionner, mais qui malheureusement est fausse. Alors, je vais expliquer pourquoi elle fonctionne. On a une norme, donc je dis qu'une norme, c'est une application qui est continue. Je dis qu'une sphère unité, c'est un compact, puisque, par exemple, c'est un fermé dans la boule fermée qui est elle-même compacte. Et donc, une application continue sur un compact, elle admet un minimum, et je peux démontrer aisément que ce minimum est strictement positif. En effet, n est une application à valeur positive, donc le minimum est forcément positif. Sauf que si le minimum était nul, alors ça voudrait dire qu'on a trouvé un élément de S dont l'image par grand N est nulle. Sauf que dire que n de petit x égale 0, c'est dire par séparation de grand N que x égale 0. Mais x égale 0 n'appartient pas à la sphère unité, parce que la norme infinie du vecteur nul, ça ne vaut pas 1, ça vaut 0. Et donc, ce serait terminé tout de suite. Je dis application continue sur un compact, donc admet un minimum. Le minimum n'est pas nul et il est positif, il est donc strictement positif. Merci messieurs, dames. Mais, en l'état, ce n'est pas du tout assez argumenté. La grande question, c'est pourquoi ? Intervention d'Agathe. Il me semble que les notions de continuité et de compacité dépendent de la norme avec laquelle on travaille. Et effectivement, on y est tout presque parce que la continuité d'un côté et la compacité de l'autre sont deux notions qui dépendent a priori de la topologie avec laquelle on travaille. Elles vont dépendre de la norme avec laquelle on travaille. Alors bien sûr, une fois qu'on aura démontré le théorème du jour, on pourra écrire ce genre de choses sans rien préciser. Mais a priori, on devrait dire grand N est continu pour une norme donnée, S est un compact pour cette même norme donnée, et donc on pourra procéder à la déduction et dire que grand N admet un minimum sur S. Mais si je dis que N est continu pour une norme et que S est un compact pour une autre norme, il n'y a aucune raison d'obtenir ce genre de déduction. Alors il s'avère que S est un compact, on va démontrer ça pour la norme infinie. Il est assez facile de justifier que grand S est un compact pour la norme infinie. On va le justifier d'ailleurs en remontant à quelque chose d'élémentaire. On ne va pas complètement démontrer, mais on va du moins se convaincre que oui, c'est compact. Et du coup, de l'autre côté, quand on dit grand N est continu, bien sûr elle est continue pour la norme grand N, c'est quelque chose de trivial à démontrer. Mais on va démontrer qu'elle est continue pour la norme infinie. Et c'est vraiment ça qui nous permettra ensuite, en toute détente, de procéder à cette déduction. Dans un premier temps, je te propose de faire cette affaire de compacité, ensuite je m'attellerai à cette affaire de continuité, et ensuite on pourra procéder à cette exacte même conclusion. D'ailleurs, je vais la mettre entre crochets, je pense, de manière à ce qu'on sache que ça ne fait pas partie de la démonstration. Et je fais une petite pause ici. Pour démontrer que S est compact, je te propose d'utiliser l'argument être un fermé dans un compact. Et en l'occurrence, le gros compact dans lequel va être contenu S, c'est le pavé moins un 1 puissance n. J'affirme que ça, c'est un compact pour la norme infinie. Alors, pour se convaincre de ça, on peut y aller étape par étape. Dans un premier temps, on peut se dire que le segment moins un 1, c'est un compact de R, et ça vient essentiellement du théorème de Bolzano-Weierstrass. Et ensuite, il suffit de démontrer qu'un produit fini de compact est un compact. Et ça vient assez naturellement, il n'y a pas du tout besoin du théorème de Tikhonov, comme je le trouve parfois en ligne. C'est juste un procédé d'extraction successive. On a une suite, on extrait une première fois pour faire converger une première suite de coordonnées, et puis on extrait de l'extraction elle-même pour faire converger une deuxième suite de coordonnées, et ainsi de suite. Donc, le segment moins un 1 est un compact de R pour la valeur absolue, et donc moins un 1 puissance n est un compact, mais c'est là où il faut être très attentif, c'est un compact pour la topologie produit. Et il s'avère, heureusement pour nous, que la topologie produit qu'on met sur moins un 1 puissance n, qui est issue de la topologie de moins un 1 avec la valeur absolue, c'est exactement la topologie qui est induite par la norme infinie. Autrement dit, je viens de faire des phrases compliquées avec bon nombre de notions de topologie, et j'affirme que
c'est de la même topologie dont je parle. C'est-à-dire que compact pour une topologie produit, c'est la même chose que compact pour la norme infinie. À partir de là, je vais argumenter sans aucune peine que S est une partie compacte pour la norme infinie. Et je fais une petite pause ici parce que je voulais continuer à la rédaction, mais j'ai dit beaucoup de choses, donc je récapitule. Bolzano-Weierstrass, c'est pour la compacité du segment -1,1. Ensuite, les extractions successives, c'est pour la compacité de -1,1 puissance n. Mais quand je dis compacité, je ne précise pas tellement de quelle topologie je parle. En l'occurrence, avec les extractions successives, je parle naturellement de la topologie produit, celle qui provient de R munie de la valeur absolue. Et il s'avère, heureusement pour nous, que cette topologie, c'est la même que celle qui est induite par la norme infinie. Maintenant, je poursuis. Question de Jade. J'ai complètement perdu le fil de la démonstration. Où en est-on? Alors effectivement, je conçois que cette petite ellipse ait pu coûter un peu cher, et donc je vais remonter un peu plus haut de manière à ce qu'on puisse reprendre le fil de la démonstration. Alors ici, on voulait démontrer que la norme infinie est dominée par la norme grand N. Pour cela, on a reformulé le but, et on a dit qu'il suffisait de démontrer que pour n'importe quel vecteur non nul, grand N de ce vecteur-là était plus grand que 1 sur alpha. Sauf que ce vecteur-là, ce n'est pas n'importe quel vecteur, c'est un vecteur de la sphère unité pour la norme infinie. Et donc, la relation de domination qu'on cherche à établir, on l'a reformulée, ou plutôt on a dit qu'il suffisait désormais de démontrer que grand N est minoré par un réel strictement positif sur la sphère unité. Pour cela, on avait quand même une ligne, un chemin vers la victoire, c'est cette affaire-là d'une application continue sur un compact qui admet un minimum. Cela dit, Monsieur d'Anjou a fait remarquer que c'était imprécis et outrageusement sous-argumenté, et donc je me suis proposé d'argumenter correctement les choses. D'un côté, je viens d'expliquer que S est un compact pour la norme infinie, et désormais, il ne nous reste plus qu'à démontrer que grand N est continu pour la norme infinie. Et en fait, pour cela, on va pouvoir utiliser le résultat qu'il y a juste ici, c'est-à-dire la première domination. Donc, c'est une potentielle période de recherche ici. Comment pourrait-on démontrer, à partir de ce résultat-là, que grand N est continu pour la norme infinie? Et voilà ce qu'il en est pour la continuité de n pour la norme infinie. Donc j'ai toujours été très précis, ici compact pour la norme infinie, et ici continu pour la norme infinie. Alors, je me suis un peu relâché dans la rédaction, mais on a ici une utilisation de l'inégalité triangulaire pour la norme grand N, et ensuite l'utilisation du résultat que je mentionnais tout à l'heure, à savoir la domination de grand N par la norme infinie. Et donc dès lors qu'on contrôle la différence entre deux images par la différence entre les deux éléments à la base, eh bien on obtient ce qu'on appelle une fonction lipschitzienne, dont on démontre sans aucune peine qu'elle est continue, encore une fois, pour la norme infinie. Maintenant, il ne reste plus qu'à rassembler les deux éléments, de dire qu'on a une application qui est continue sur un compact, et donc qu'elle admet un minimum. C'est ce que je vais faire, et on sera à 2 doigts de la conclusion. Alors, je me relâche un peu parce que ce n'est pas très bien rédigé, mais je vais l'expliquer à l'oral. J'explique que le minimum ne peut pas être nul parce que s'il était nul, alors on aurait n de a égale 0, et donc par séparation de grand N, on aurait que a est égal à 0. Sauf que a égale 0, ce n'est pas possible, parce que a appartient à la sphère unité pour la norme infinie, c'est-à-dire c'est un élément dont la norme infinie vaut 1. Et 0 n'a pas une norme infinie égale à 1. Le seul élément qui a une norme nulle avec la norme infinie, c'est 0. Et donc c'est pour cela que je fais mention de la séparation de n
et de la séparation de la norme infinie. À présent qu'on a ce minimum positif et non nul, c'est ici, on a un minimum qui est strictement positif, et donc en remontant plus haut, je disais il suffit de démontrer ça pour obtenir l'autre domination, on conclut, n et la norme infinie sont des normes équivalentes. Je vais écrire ça, et je vais écrire aussi ce qui s'ensuit. Et nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés pour la partie la plus délicate de la démonstration, et fort heureusement, de loin la plus délicate. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer que si toutes les normes sont équivalentes sur Rn, eh bien on peut en déduire que toutes les normes sont équivalentes sur n'importe quel autre espace vectoriel de dimension finie. Naturellement, ça va se faire avec un petit transport au moyen d'un petit isomorphisme. Et je fais une dernière petite pause ici parce que je pense que c'est une partie de la démonstration que tu pourras mener seul. La chose, c'est que, à partir d'un espace vectoriel de dimension finie, je peux considérer un isomorphisme de E dans Rn. Il me suffit de considérer une base quelconque de E et de considérer l'application qui a un vecteur de E associe le n-uplet de ses coordonnées dans la base que j'ai fixée. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment pourrait-on faire pour faire intervenir à la fois l'isomorphisme et les normes n1 et n2 et le résultat qu'on vient de démontrer. Il n'y a pas 70 moyens de faire, c'est une petite logique de transport, une logique que Cambre avait utilisée d'ailleurs dans l'émission sur les distances, dans un contexte un peu plus général, et si on met ça en place, le résultat tombe comme un fruit mûr. Et je fais une dernière petite pause ici parce qu'on touche au but, c'est certain, mais de l'autre, j'ai aussi affirmé quelque chose sans le démontrer, en l'occurrence qu'on a deux normes sur Rn. On démontre aisément. Alors, je dis que si N1 et N2 sont deux normes sur E, alors ces deux énergumènes sont aussi des normes, mais cette fois sur Rn. L'idée générale, c'est que je prends un élément de Rn, je le tire en arrière par l'isomorphisme, et j'utilise ensuite l'instrument de mesure dont je dispose sur E. Pour démontrer ça, eh bien c'est quelque chose qui est assez élémentaire. La positivité, ça vient de la composée des applications. L'homogénéité et l'inégalité triangulaire, elles viennent essentiellement de ces mêmes propriétés pour N1 et N2 et du fait que phi soit une application linéaire, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et quant à la séparation, elle vient de la séparation de N1 et de N2, mais plutôt ici du côté bijectif de phi, et en l'occurrence que le noyau soit réduit au singleton 0. Une fois qu'on a ça, on y est presque, parce qu'on dispose de deux réels strictement positifs alpha et bêta, tels qu'on dispose de cet encadrement pour n'importe quel vecteur x. Mais si c'est vrai pour tout x, alors... Et voilà le travail. Dès lors qu'on dispose de cet encadrement pour n'importe quel vecteur x, on peut aussi l'appliquer à un vecteur de la forme phi de y, où y est un élément de E, et c'est le retour, c'est le trajet retour. On a utilisé phi-1 pour aller dans un sens pour récupérer une norme sur Rn, et bien maintenant on utilise phi pour récupérer un résultat qui est valable sur E. Et donc N1 et N2 sont équivalentes, et on a démontré ainsi que toutes les normes sur E sont équivalentes. Voilà qui achève la démonstration de ce théorème. Si tu apprécies mes explications, je t'invite à faire un tour sur mon site internet et à découvrir toutes les formations que je fais apparaître un peu plus haut. Que ce soit pour apprendre à aborder un exercice avec méthode, pour apprendre à travailler un cours de mathématiques correctement, et notamment à tirer profit des démonstrations, pour apprendre à rédiger, à raisonner convenablement, ou encore pour progresser en calcul, j'ai conçu toutes ces formations fondamentales qui, j'en suis sûr, sont à même de te faire progresser énormément. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.